Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Caroline Cornu, je suis coordinatrice d'une UTEP un peu particulière puisque c'est une UTEP en psychiatrie et santé mentale sur le territoire du Limousin. Donc en fait, moi mon travail c'est de coordonner l'ensemble des programmes d'éducation thérapeutique sur les territoires de la Haute-Vienne, de la Creuse, j'ai vu qu'il y avait une creusoise, et de la Corrèze. Donc des programmes psychiatrie santé mentale qui sont co-construits sur un territoire avec des partenaires issus d'établissements privés, publics, médico-sociaux. Et bien entendu, et on en a pu en parler ce matin, des programmes qui sont co-construits avec des pairs aidants, des médiateurs de santé pairs. Et voilà, une intervention de ces personnes vraiment en amont de la mise en œuvre des programmes, allant de la phase de co-construction jusqu'à la mise en œuvre et aussi la partie évaluative. Voilà. Aujourd'hui, je devais être accompagnée d'Hélène Thomas parce qu'en fait, à l'origine de ce groupe de travail, donc j'ai été sollicitée par Aetna pour intervenir. J'ai répondu un grand oui, mais en réfléchissant, je me disais que j'avais pas vraiment la légitimité sur cette thématique de la professionnalisation des usagers. Et donc, j'avais proposé que Madame Hélène Thomas, qui est médiatrice de santé père, donc au sein du pôle des usagers d'Esquirol, intervienne, chose qu'elle a acceptée. Et malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pu se joindre à nous. Néanmoins, elle a participé au travail d'élaboration de cet atelier avec Sébastien et moi. Et donc, j'essaierai au maximum de relater les éléments qui lui paraissaient importants à pouvoir évoquer avec vous cet après-midi. Du coup, donc pour ma part, donc moi c'est Sébastien Guittard. Donc je suis passant paraplégique depuis un peu plus de 20 ans suite à un accident de loisir. Et de ce fait, alors pas aussitôt, ça s'est arrivé en 2020, mais depuis 2014, donc j'ai intégré un programme ETP au sein du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Mélioris Le Grand Feu à Niort. Donc sur la thématique j'ai perdu le thème, bien sûr. Parce qu'en fait, je connais tellement, en fait, j'interviens tellement souvent comme ça que le thème en lui-même, il m'apporte peu. C'est sur le programme. Voilà, je sais plus, je me suis perdu. C'est sur en fait les problèmes urino et fécaux d'ordre neurologique. Je vais essayer de le faire comme ça. Donc j'ai commencé à intervenir tout simplement lors de tables rondes depuis 2014 jusqu'en 2018 où sous la pression de l'infirmière coordinatrice, moi, c'est avec de l'humour bien sûr, m'a sollicité pour que je suive la formation de 40 heures et que je puisse intégrer officiellement le programme et faire partie de l'équipe. Et depuis 2018, j'ai intégré l'équipe et fait partie de l'équipe, que ce soit pour établir les bilans, les diagnostics avec mes collègues et élaborer des tables rondes et des thématiques sur les problèmes justement urino et fécaux pour souvent élargir les tables rondes sur les problématiques ou les questions que se posent les patients lors de leur séjour au centre de rééducation. Voilà. Et si ce que je voulais évoquer, parce que ça fait partie de la thématique sur laquelle on va travailler, donc j'interviens depuis le début et jusqu'à aujourd'hui bénévolement. Merci.
Moi, je voulais juste rajouter pour que vous puissiez aussi comprendre. Donc, dans l'hôpital dans lequel je travaille, il existe, je vous l'ai dit là, un pôle des usagers qui est unique en France. Et dans ce pôle des usagers, on va retrouver un pool de pères aidants. On pourrait appeler patients experts, mais en psychiatrie, la terminologie est bien posée, hein. Donc, un pool de pères aidants qui interviennent sur les programmes à titre bénévole. Et nous avions jusqu'en janvier 2 médiateurs de santé pairs salariés, à temps partiel, mais parce que c'était leur choix, donc à 80 sur l'hôpital. Depuis janvier, un des médiateurs de santé pairs a quitté l'hôpital pour d'autres fonctions ailleurs. Voilà, donc Hélène aujourd'hui se retrouve seule médiatrice de santé pairs salariée. Elle a une formation, Hélène, elle a une licence sanitaire et sociale qu'elle a passée à Paris 13. Et ensuite, elle a pu décrocher un contrat à durée indéterminée, je dirais de 2 ans. Et depuis peu, elle a pu signer donc un CDI sur un temps à 80 Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'après-midi, hein, donc pour rappel, la thématique aujourd'hui, c'est la professionnalisation des usagers partenaires en ETP est-elle nécessaire? Donc, c'est un joli débat hein, que nous allons avoir. L'idée vraiment, voilà, avec Sébastien, nous avons commencé cette session, nous avons parlé, mais ensuite très rapidement, l'idée c'est de pouvoir vous laisser la parole. On va, voilà, la particularité par rapport à ce matin. Ce matin, on a eu quand même un ensemble d'apports qui, je pense, étaient nécessaires pour éclaircir un petit peu les choses sur la notion d'éthique. Cet après-midi, on va se rapprocher de nos expériences à chacun, essayer de croiser un petit peu notre point de vue, nos points de vue sur cette question de la professionnalisation en ETP. Donc, on compte sur vous pour nous aider à co-animer cette session. Voilà, donc moi, de mon côté, voilà, on sera là pour vous relancer, pour échanger aussi avec vous. Je prendrai des notes, si vous l'acceptez, des échanges que l'on pourra avoir. Et l'idée, c'est que ça soit un temps d'échange interactif. Et je reprendrai ce qui a été dit ce matin, démocratique avant tout. Voilà. Donc, pour débuter ces échanges et pour nous faciliter un petit peu les choses, on vous propose une étude de cas là, que Sébastien va vous lire. L'étude de cas, écoute, vas-y, je te laisse y aller. D'accord. Donc, du coup, on a décidé de partir de cette étude de cas qui me paraissait vraiment être parlante. Et je pense que de cette étude, on va pouvoir tous et toutes apporter nos commentaires et notre point de vue là-dessus. Donc, je commence. Atteinte d'un cancer, Madame A s'est investie dans une association de lutte contre cette maladie. À ce titre, elle a été sollicitée pour représenter cette association dans diverses instances. Elle s'est notamment impliquée en tant que représentante des patients avec une autre malade dans les travaux du comité scientifique d'un groupe coopérateur, travaux portant sur l'élaboration du protocole d'une étude internationale. Au sein de ce comité scientifique, Madame A participé à de nombreuses réunions, parfois sur plusieurs jours, et apporté son expertise tirée de son expérience. Cette expertise est reconnue de façon très positive par les autres membres du comité scientifique. La présidente de ce comité estime ainsi que l'apport de 2 patientes a été majeur dans l'élaboration du protocole de l'étude. Impliquée pendant plusieurs années dans les travaux de ce comité scientifique, Madame A été récemment contrainte d'y cesser sa participation. Sa situation personnelle ne lui permet en effet plus de pouvoir consacrer le temps de travail que nécessite cette participation. Madame A n'a perçu aucune indemnisation ou rémunération pour ses contributions aux travaux de ce comité scientifique. Bien que souhaitant lui verser une compensation financière, ce dernier n'a pu trouver de solution adéquate pour cela. Madame A est aujourd'hui contrainte à regret de cesser l'essentiel de ses activités associatives afin de chercher un travail rémunérateur et subvenir à ses besoins. Madame A sollicite le comité éthique et cancer pour savoir s'il est éthique que la contribution de malades ou anciens malades aux travaux de sociétés savantes ou d'institutions publiques et privées, basées sur l'expertise qu'ils ont construite à partir de leur expérience de la maladie, puissent ne pas être indemnisés ou rémunérés sous une forme ou une autre. Voilà, donc l'idée c'est est-ce que
c'est que chacun puisse un peu apporter son point de vue, se questionner ou nous questionner tous sur ce texte peut-être, qui sert de support, mais après ça peut aussi s'élargir, bien sûr. On vous écoute. On pourrait reformuler aussi de la façon suivante, hein, selon vous et à partir de ce qu'on vient de lire là, tout travail mérite-t-il salaire, selon vous et peut-être sous quelles conditions aussi? Alors bonjour à tous, je me lance. Ah super. Je me présente en 2 mots, donc je suis Anne-Cécile Granger. Je suis chargée de mission, en éducation thérapeutique pour la filière de santé maladies rares cardiogènes. Je vous remercie d'ailleurs par rapport à cette initiative, très intéressant de pouvoir se retrouver autour de cette question de l'éthique en éducation thérapeutique et moi cette question de la professionnalisation des usagers partenaires m'intéresse particulièrement, car au sein de ces 23 filières de santé maladies rares, il existe maintenant depuis 2 ans une formation donc interfilière, donc c'est-à-dire polypathologie, qui s'est montée, structurée sur des demandes de besoins d'associations de patients pour former là on est sur une cible particulière, ce sont les parents experts. Donc des parents experts, c'est la dénomination choisie qui ne nous conviendrait en ce moment moins. Donc on cherche à faire évoluer la dénomination de cette formation, mais c'est vraiment pour développer des compétences chez l'entourage, les aidants, notamment dans ces maladies rares, puisque les maladies rares, par essence et définition, sont assez peu nombreuses. Parfois, les patients sont isolés sur le territoire. Voilà. Donc, actuellement, nous avons du coup maintenant des parents qui se sont formés à l'éducation thérapeutique, hein, l'écoute active, à l'organisation médico-psychosociale, qui se sont formés à l'entretien, aux techniques d'entretien et qui sont tous adhérents à une association de patients. Donc, il y a quand même vraiment un canevas derrière de politique de santé. Et effectivement, les filières qui œuvrent à l'organisation de cette formation ont aussi envie que ces parents formés participent à des élans, enfin à des politiques de santé plus larges, c'est-à-dire à des instances comme sur des congrès, séminaires, sur des thématiques qui, effectivement, qui permettraient d'ouvrir le champ des visions vers la place de ces patients et notamment de ces aidants. Parce que quand on est effectivement dans ces thématiques de maladies rares, la plupart sont donc héréditaires, congénitales, donc sont acquises par naissance et donc ça touche souvent des publics déjà en pédiatrie, d'où effectivement la question de l'entourage familial, la fratrie et toutes ces questions. Donc c'est pour ça que ça a été intitulé Parents experts, parce que ce sont des parents. Voilà, donc après, merci aussi pour ce cas pratique qui effectivement met le doigt sur cette question. Est-ce qu'il faut penser, reconnaître financièrement le temps donné, le temps et les compétences du coup que les patients sont allés chercher. Moi, j'ai pas la réponse malheureusement, mais je lutterai pour. En fait, je serai extrêmement favorable parce qu'ils s'engagent, parce qu'ils font avancer, parce qu'ils permettent effectivement ils permettent de faire bouger les lignes, et puis parce que les retours en général sont extrêmement positifs. D'ailleurs, c'est bien écrit dans votre cas pratique. Ça a fait avancer grandement l'état de réflexion et derrière l'état des connaissances. Voilà. Donc moi, je serais vraiment pour partir sur cette voie de la reconnaissance. Alors, indemnisation, rémunération, ce sont 2 choses aussi assez différentes,
peut-être que là, après, il faut aussi laisser la place, la parole à tout l'aspect juridico-financier, mais je pense qu'ils ont toute la place et qu'il faut maintenant favoriser. Et quand ces acteurs formés souhaitent continuer dans cette voie, puissent le faire au lieu d'aller chercher un travail rémunérateur et être obligés, finalement, contraints, finalement, de laisser ces missions qui sont particulièrement, en plus, en général, un soutien de motivation pour eux. Voilà en quelques mots. Alors, je demande la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, très bien. Je ne sais pas si je suis à la fin. Sébastien, tu peux peut-être enlever le partage pour qu'on se voit quand les gens parlent. Okay, désolé. Super. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis une patiente qui a été dans ce cas-là. Je suis présidente d'une association d'usagers qui s'appelle Psyhope. J'ai un parcours donc de patient. Et alors, j'ai la chance d'être en psychiatrie quelque part, puisque là, la psychiatrie est en avance sur le somatique. Parce qu'il y a eu des programmes de professionnalisation des patients qui a très bien marché depuis 10 ans. Donc, on forme des médiateurs de santé pair et avec 2 formations, une licence et un DU de Lyon. Donc, moi, j'ai un DU à Lyon. Donc, aujourd'hui, je suis une vraie salariée, mais j'ai été effectivement dans ce cas-là. Alors, il y a un deuxième aspect peut-être que vous n'avez pas aperçu, c'est que quand alors moi je parle pour la psychiatrie, je ne sais pas dans le somatique, pour la psychiatrie, on a des substituts de ressources, on a soit des pensions d'invalidité, soit l'AAH, allocation adulte handicapé. Et donc, dans ces dispositifs-là, on ne peut pas recevoir un complément comme ça. C'est pas si facile que ça, même si parfois c'est pas possible. Donc voilà, déjà je mets ce bémol-là. Et quand même, dans le somatique, quand même, il y a une nouveauté à Bordeaux depuis 2 ans, c'est le DU patient formateur. Vous êtes au courant? Voilà, porté par le CHU et porté par l'université Bordeaux 2. Voilà, donc les universités commencent à former des patients dans le somatique. Alors, ce n'est pas pour être salarié, c'est pour être rémunéré à la vacation. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne finalement. Moi, j'avais été consultée au début et je sais qu'il y a à peu près 2 personnes, enfin, ils laissent 2 places en psychiatrie, mais voilà, je n'en sais pas plus. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie. C'est intéressant là déjà dans ces 2 échanges et ensuite je laisse la parole aux autres personnes. Mais ce que j'entends déjà dans ce que vous dites, c'est que quand on parle de professionnalisation des usagers, là, toutes les deux, de un, vous parlez de cette formation. Donc derrière, ça sous-entend quand même une formation. Alors de quoi? Ça peut être aussi un débat. Enfin voilà. Vous associez quand même ces aspects de rétribution, de rémunération quand même à une formation. Une de vous deux, alors Anne-Cécile, hein, vous avez parlé aussi de compétences. On peut aussi s'interroger sur de quelles compétences parle-t-on en ETP. Voilà, je vous renvoie un peu la balle par rapport à tout ça. Madame Lugo, allez-y. Oui. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous remercie infiniment pour cet atelier. Alors, moi, pour me présenter brièvement, je suis patiente partenaire, c'est-à-dire que je ne suis pas, c'est un peu comme vous en psychiatrie, hein, où on parle plutôt de la paire aidance. En tout cas, on a d'autres terminologies, mais on est tous, j'ai envie de dire, quel que soit, qu'on soit patient partenaire, patient ressource, patient expert, on est tous d'abord reconnus. En tout cas, l'idée, c'est qu'on soit reconnus par rapport à nos savoirs expérientiels. Et je suis basée à Genève. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à 3 points. D'abord, ça serait important déjà qu'on définisse ou qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est que la professionnalisation. C'est-à-dire que je pense que là, on est tous en train de penser professionnalisation, rémunération, mais la professionnalisation n'est pas que rémunération. Donc, je pense que ça serait intéressant aussi qu'on sache ou qu'on se mette d'accord entre nous sur
qu'est-ce qu'on entend par la professionnalisation? Et pour moi, c'est beaucoup plus large que juste l'aspect de la rémunération. C'est déjà reconnaître les patients experts, partenaires, avec justement des connaissances, une expertise, un savoir qu'ils vont mettre à disposition du système de santé. Et puis, effectivement, après, il y a la question de la rémunération. Et justement, comme le disait Sébastien, pour résumer un peu le cas pratique, est-ce que tout travail mérite salaire? Pour participer, moi ça fait un peu plus de 2 ans que je suis patiente partenaire, pour participer à beaucoup d'événements, de conférences. Là j'étais à Paris encore hier et c'était marrant, alors marrant. Ça reflétait exactement ça. J'étais avec une professionnelle qui me disait, bah voilà, moi aujourd'hui je participe au colloque, mais mon intervention elle rentre dans le cadre de mon travail, donc voilà je suis rémunérée pour mon intervention, alors que moi ben voilà je suis venue bien sûr, mon billet de train a été pris en charge, mais les heures que j'ai passées, tout le travail de préparation, ça, je l'ai fait, on va dire, bénévolement. Mais au-delà de ça, et c'est vraiment beaucoup comment dire, les points qui sont abordés dans les différentes discussions auxquelles j'interviens, c'est plus que savoir si tout travail mérite salaire, c'est vraiment savoir quels sont les besoins de la personne. C'est-à-dire, on le voit, en tout cas moi je vois en discutant et en échangeant avec beaucoup de patients partenaires, il y en a qui sont retraités et qui ne veulent absolument pas avoir une rémunération. Pour eux, c'est voilà, un travail, c'est un engagement associatif, ils veulent faire ça sur leur temps de la retraite. On sait qu'il y a des patients qui ont des pensions d'invalidité et donc recevoir une rémunération risquerait de leur faire perdre cette invalidité. Et il y a d'autres personnes qui sont, et on est plusieurs dans ce cas-là, qui sommes encore en âge de travailler, qui ont trouvé à travers cet engagement, moi je viens du secteur de l'humanitaire, on le voit aussi, moi souvent quand on aborde cette question, je fais le parallèle avec l'humanitaire, il y a des personnes qui travaillent par exemple pour MSF, pour la Croix-Rouge, moi je travaillais pour les Nations Unies, il y a des personnes qui le font totalement bénévolement, qui prennent sur leur congé d'été, etc., et qui vont faire des actions humanitaires, et d'autres qui sont salariés, et on ne pose pas la question de savoir si ça doit être rémunéré ou pas. Et donc j'ai envie de dire, ça dépend vraiment, en tout cas je pense qu'il faut plutôt réfléchir en se disant, en fonction des besoins, des envies des personnes, il devrait y avoir le choix, en tout cas la possibilité pour les personnes qui pourraient ou qui voudraient se professionnaliser dans le sens d'avoir un salaire et donc d'être reconnues avec un statut salarié, de mettre, en tout cas au niveau du travail, qu'on réfléchisse à comment mettre en place un dispositif pour que les personnes puissent être salariées et s'assurer donc d'une rémunération qui leur permette d'assurer leur contribution et leur savoir qui soit mis à disposition. Et pour les personnes qui ne le souhaitent pas, comme je l'ai dit, pour d'autres raisons, soit parce qu'elles sont à la retraite, soit ça impacte sur leur comment on appelle ça, je disais tout à l'heure, leur pension d'invalidité, et ben, qu'elles puissent continuer de le faire bénévolement. Et le troisième point, c'est justement la question de la formation. Ce matin, dans la séance plénière, moi aussi, je me suis formée, mais j'ai envie de dire, je ne me suis pas formée, comment dire, j'entendais tout à l'heure justement, on peut se former à l'écoute active, à différents aspects précis. Moi, je me suis formée au partenariat patient, c'est-à-dire que je l'ai fait, on le voit, il y a plusieurs DU qui existent, mais ce partenariat patient, ce sont des formations qui sont autant pour les professionnels de santé que pour les patients, qui souhaitent justement comprendre et être dans ce changement de culture et de ce changement de paradigme pour comprendre comment travailler ensemble, comment considérer le patient comme un membre de l'équipe, comment co-construire ensemble. Et donc, c'est plus une formation à l'attention des professionnels et des patients qui veulent travailler ensemble, qui veulent être dans ce changement de culture,
que je trouve être plus pertinent à se poser, parce que ce matin, comme disait Alexandre Berkes, ce n'est pas forcément le diplôme qui fait que la personne est compétente. On parle beaucoup de l'approche par compétence également. Et donc, voilà, je voulais juste aborder aussi cette question de est-ce qu'on doit se former, etc. Donc, voilà, je voulais juste revenir sur ces trois points. Donc, pour résumer, la notion de professionnalisation, qu'est-ce qu'on met derrière, la question de qui veut être rémunéré en fonction de où est-ce qu'il en est, et la question de la formation. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je veux bien prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Marie-Jo, moi, je suis de Bordeaux. Je suis formée à l'éducation thérapeutique et j'ai fait le CU patient expert à Marseille. Donc, alors, juste, vous avez fait le CU? CU, oui, c'est pas le diplôme, c'est le certificat universitaire. D'accord, merci. De patient expert. Donc, moi, je préfère patient partenaire, mais voilà, le titre, c'est patient expert. Et donc, je rejoins Lisa dans beaucoup de choses, hein, parce que je pourrais très bien être le cas de Madame A. Alors, à moitié, parce que moi, je ne peux plus travailler, donc je ne serai pas comme elle pour rechercher un travail. Mais par contre, moi, dans tout ce que je fais, je le fais premièrement bénévolement. Et ensuite, comme disait Lisa, comme je suis en invalidité, je perdrai de toute façon mon invalidité si jamais j'étais rémunérée. Donc, suivant ce que je fais, alors quand je suis dans un atelier d'éducation thérapeutique, là, oui, je peux avoir donc un salaire. Suivant, si je suis avec des laboratoires, je peux avoir une indemnité, mais là, elle est donnée à l'association qui me le retransmet d'une façon ou d'une autre. Et après, par contre, on me rémunère avec tous les frais de transport, les frais d'hôtel, de tout ce que je peux faire. Par contre, mon temps n'est pas rémunéré. Et comme disait Lisa, c'est la propre personne. Voilà, quand j'ai fait le diplôme à Marseille, on était tout un tas de pathologies, hein, donc il y en avait qui pouvaient toujours travailler et qui, eux, voulaient en faire leur profession. Donc, on expliquait bien, les professeurs nous expliquaient bien que de toute façon, ce n'était pas encore le cas suivant les régions, suivant ce qu'on veut, où on voulait participer. Donc, nous, à Marseille, on a fait une association de patients experts, donc, et on travaille à tout ça, à avoir pour professionnaliser, pour se faire quels diplômes sont les plus, on va dire, validants ou pas, parce que maintenant, il y en a de plus en plus dans toutes les villes, dans les pays, les différents pays. Il y a de tout, des diplômes. Donc, quand on fait les diplômes de patients experts, par exemple, là, on n'est qu'entre patients. Par contre, quand on fait les 40 heures, on fait les 40 heures avec les soignants. Donc là, on fait bien quelque chose qui devrait être rémunéré suivant quand on participe, qu'on co-anime ou qu'on co-construit. Moi, j'ai une question. Du coup, là, je rebondis là, sur ce que vous nous dites. Là, autant en éducation thérapeutique, on va monter dans les programmes des référentiels de compétences. Mais aujourd'hui, et au travers des différentes formations que vous évoquez, pour se professionnaliser en tant qu'usager, justement, il existe-t-il aussi des référentiels de compétences bien particuliers? Ah oui, oui. Allez-y. Allez-y, Lisa. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup cette formation que j'ai faite, parce que moi, pour vous expliquer rapidement, j'ai commencé à Genève avec l'hôpital universitaire de Genève, parce que j'avais eu justement un parcours de soins que j'avais trouvé relativement difficile et compliqué. Je m'étais dit, si un jour je peux contribuer, participer à cette amélioration, parce que après j'ai appris un peu justement tout ce vocabulaire, hein, l'amélioration de la sécurité, de la qualité des soins, eh bien, je le fais. Et j'ai découvert que les HUG, donc les hôpitaux universitaires de Genève,
avait mis en place le programme de patients partenaires, que je connaissais rien, je connaissais pas le concept, je connaissais strictement rien. Et en fait, j'ai envie de dire, au début, j'ai appris sur le tas. On me disait, bon, bah, Lisa, il y a un focus group, on veut ta contribution. Et puis après, les HUG étaient hôtes d'honneur d'un événement. Donc, et je m'y retrouvais pas. Je me disais, OK, on dit que je suis patiente partenaire, mais c'est quoi exactement? Mais d'où vient justement ce terme? Et moi, en tout cas, je ne savais pas encore, c'était donc en 2021, donc il n'y a pas très longtemps, et comme le disait Marie-Jo, hein, on voit que c'est depuis fin 2021, 2022, hein, que tous les DU la poussent comme des champignons actuellement. Mais moi, en 2021, j'ai fait la formation de l'Université de Montréal sur justement les fondements du partenariat patient et qui apporte justement cette compréhension de la genèse en fait du partenariat patient. Et pour répondre à votre question, il y a tout un module sur justement le référentiel de compétences qui est basé sur le travail qu'a fait Luigi Flora, qui est à l'Université de Nice. Et c'est pour ça que moi, souvent, quand j'interviens aujourd'hui pour parler du partenariat patient, et on le voit très souvent, hein, des fois, on est sélectionné ou recruté pour travailler, en tout cas, ou sollicité pour telle ou telle activité. Et moi, je dis souvent, je le dis pour résumer en une phrase, mais bien sûr, ça doit être développé, c'est choisir le bon patient pour le bon projet. Et souvent, je mets justement en avant ce besoin de faire référence au référentiel de compétences pour pas utiliser une personne qui n'a peut-être pas forcément le bon profil pour être sur un projet de recherche ou un projet d'amélioration de la trajectoire de soins ou un projet dans le domaine de l'enseignement. Et ça demande justement de se référencer à ce référentiel. Si vous souhaitez, je peux vous l'envoyer, peut-être même vous le mettre en ligne. Hein. Eh bien oui, je veux bien, on l'intégrera du coup dans le retour des échanges, comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Et du coup, dans ce référentiel de compétences, j'imagine que c'est sur ce partenariat dont vous êtes plusieurs à parler cet après-midi, hein, partenariat professionnel, usager, patient, hein, peut-être même ce triptyque. Est-ce que du coup, l'éducation thérapeutique, pour se recentrer aussi sur la thématique du jour, en fait partie? Est-ce que c'est très centré ETP ou est-ce que l'ETP fait partie d'une des compétences finalement à avoir Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole parce que je ne veux pas monopoliser non plus la parole. Il y avait Blandine Labbé qui avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est sur ce sujet ou pas. Mais... Oui, alors c'était pas pour répondre à cette question-là, mais là, j'ai pas d'éléments. Non, mais le point sur lequel je voulais évoquer, bon, alors, pour me présenter rapidement, moi, je suis patiente ressources et je suis chercheur en marketing et j'investis une grosse partie de mon activité de recherche dans l'éducation thérapeutique avec des mises en place de dispositifs pour essayer d'appréhender le ressenti des patients parce que l'ETP apporte aux patients. Donc, en fait, simplement, le point sur lequel je voulais intervenir, c'est l'idée de se dire qu'un patient n'a pas que la seule expertise qu'il a, c'est pas simplement ses savoir-faire expérientiels avec la maladie. Alors, moi, je suis en oncologie, hein. Et qu'on oublie parfois que le patient, c'est quelqu'un qui a d'autres expertises et qu'à un moment, on peut aussi mobiliser ses autres compétences et expertises dans le contexte de l'éducation thérapeutique. Donc, tout travail mérite-t-il salaire? Je dis que la notion de salaire peut s'entendre aussi différemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, je suis chercheur, donc effectivement, en sciences humaines et sociales, c'est vrai que la tendance naturelle a été de mobiliser mes compétences au bénéfice de l'éducation thérapeutique. Pour être un peu provocatrice, c'est moi qui suis creusoise, hein. Donc, pour être un peu provocatrice, j'aurais tendance à dire que moi, j'ai même réinvesti ma pension d'invalidité au bénéfice de l'ETP. C'est-à-dire qu'en fait, je ne cherche pas à être salarié, je cherche simplement à restituer à l'ETP ce que l'ETP m'a apporté et ce que ma pension d'invalidité m'apporte tous les mois. Donc ça, c'est un petit peu la provocation, parce que j'ai aussi pas mal évolué sur ce point. Et ça, c'était le premier point que je voulais dire, c'est que n'oublions pas que le patient n'est pas qu'un patient, il a d'autres expertises et qui peut être mobilisé au bienfait de l'éducation thérapeutique, et il y a peut-être aussi des choses à trouver. La deuxième idée que je voulais développer, c'était de se dire que la professionnalisation des usagers partenaires, ça dépend aussi des missions qu'on leur confie. Et en ETP, un patient partenaire, on peut intervenir à tout un tas de niveaux différents. Ça peut être on peut être témoin, on peut être formateur, on peut être autoconcepteur, on peut être aussi chercheur. Et je crois que fondamentalement, selon le niveau d'intervention, on n'a pas besoin forcément d'avoir des patients partenaires formés spécifiquement, puisqu'ils ont déjà des compétences antérieures.
C'est l'exemple pour les patients partenaires chercheurs. S'ils sont déjà chercheurs, il n'y a pas besoin spécifiquement. Par contre, il y a besoin effectivement qu'on décode et qu'on s'approprie le contexte spécifique de l'ETP. C'est pour ça que là, je disais que j'ai évolué parce que je vais faire la formation 40 heures pour peut-être apprendre des choses et aussi pour gagner aussi en légitimité par rapport aux interlocuteurs. Souvent, la formation est une source de légitimité plus qu'une source voilà. Et ça pose du coup une troisième question, c'est que qui dit formation, qui forme, quel process, quel contenu. Quand j'ai été patiente ressource, j'ai été formée pour cette activité de patiente ressource. Je suis aussi formateur de profession. J'ai pas forcément été, ça reste entre nous, très emballée par la formation que j'ai reçue. Voilà, donc ça pose aussi le problème du contenu de la formation. C'est pas parce qu'on est formé qu'on est forcément bien formé, ou c'est pas parce qu'on est formé qu'on est forcément bien. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été dit ce matin, on est rémunéré à la base sur un diplôme obtenu, qui équivaut à un niveau de compétence, de savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc, c'était aussi nos questionnements qu'on avait pu avoir avec Sébastien sur cette question de la professionnalisation des usagers partenaires. En ETP, justement, qu'est-ce qu'on entendait par professionnalisation? Et est-ce qu'il fallait un niveau de compétence en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire en ETP? Point d'interrogation. Ça dépend des missions. Ouais. Et alors, sans renvoyer des questions éthiques, est-ce que par rapport à l'accompagnement de patients, est-ce qu'il faut mieux des patients partenaires engagés ou des patients partenaires qui finalement rentrent, alors c'est l'extrême, ce serait le continuum extrême, qui rentrent dans une logique de droit et devoir? Est-ce que vous pouvez préciser justement la différence entre le patient engagé et droit et devoir? Non, mais c'était par rapport à la notion de salaire. Alors, j'ai beaucoup évolué sur ces points. Ma satisfaction vient de ce que je donne quand je suis engagée. Et c'est pas du tout. Et ceux qui sont salariés, je travaille beaucoup avec patients partenaires salariés, donc c'est pas du tout. C'est pas au contraire. Mais je pense que c'est parce que les missions sont différentes. Après, quand on commence à rentrer dans une logique de salaire, si c'est vraiment la notion de contrat, effectivement, là, on rentre dans une logique de droit et devoir, on se retrouve dans le monde du travail. Alors, si je peux intervenir, vous m'entendez? Oui, mais c'est un continuum, c'est pas la bonne question, c'est un continuum. Alors, moi qui fais de l'ETP en tant que patiente expert, alors on appelle pas ça patiente expert dans la psychiatrie, on appelle ça pérédante salariée. Moi, je trouve ça très bien, ça me gêne pas du tout. Au contraire, je préfère ce statut-là au statut de bénévole avec une pension d'invalidité que j'ai connu. Alors, moi aussi, j'étais assez contre là-dessus à un moment donné. Je pensais qu'en étant salarié, on perdait un peu sa substance de patient et en fait, j'en suis revenue de ça. Après, c'est c'est le chemin sur lequel je suis en train de travailler aussi. C'est le chemin sur lequel je vais. Oui, mais alors moi, j'étais vraiment. En plus, moi, je prends des positions fermes, donc vraiment, mais en public, j'ai été contre la professionnalisation. Puis en fait, je trouve que c'est très bien. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, beaucoup de publications dans un sens ou dans un autre. Moi, je pense qu'on ne perd pas en. Non, l'autre avantage, c'est que ça permet d'établir des liens qui deviennent pérennes. Mais voilà, c'est ça. Et ça, c'est un point important parce que le but du jeu, c'est de trouver des gens, mais c'est aussi les fidéliser. Et l'engagement peut avoir ses. Et l'engagement est beaucoup plus, beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus, oui, durable dans le temps, beaucoup plus. Non, moi, je pense que c'est une bonne solution. Et la formation, je rebondis sur l'idée de la formation. Moi, je trouve que c'est essentiel. Bien sûr qu'il faut être formé au concept. D'ailleurs, la personne l'a dit après, dans un second temps. Non, ça ne suffit pas, les savoirs expérientiels comme ça, sans connaître les concepts. C'est encore mieux quand on connaît les concepts, même si on les connaît après. Ça permet de structurer un peu nos connaissances et nos savoirs expérientiels sur la maladie, sur le parcours de maladie, sur le rétablissement. Et ça permet aussi d'hybrider les savoirs entre les savoirs théoriques et les savoirs expérientiels du patient. C'est une hybridation qui est de plus en plus riche. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Moi, je suis à fond pour la formation des patients. Et je ne suis pas la seule. Parce que sinon, on n'est que dans le témoignage. Un patient qui n'est pas formé, il est dans le témoignage. Enfin,
il a tendance à être que dans le témoignage, puisqu'il ne peut pas prendre de recul, vraiment. Il n'a pas les outils pour penser. Enfin, voilà. Je lance aussi cette… Je peux me permettre, parce que, et justement, parce que ce que vous venez de dire me fait sourire, mais je veux dire, parce que je l'ai encore vécu hier, malgré le fait, j'étais dans une table ronde, et malgré le fait que j'intervienne à cette table ronde, et c'est vrai que j'ai quand même juste abordé la raison pour laquelle j'étais devenue patiente partenaire. À chaque fois qu'à la fin, on vient vers moi et on me dit merci pour votre témoignage, j'ai envie de sauter au plafond. Parce que je me dis, les autres personnes, on ne leur a pas demandé, il y avait un sapeur-pompier, il y avait une chercheuse, on ne leur a pas demandé merci pour votre témoignage. Et donc, ça me ramène à ce que je disais initialement, que il est important que ce changement, on le dit, cette question de la reconnaissance du patient expert, partenaire dans le système de santé comme acteur du système de santé, on est vraiment dans un changement de culture. Et donc, ce changement de culture doit être autant approprié et compris et intégré de la part des professionnels que des patients. Et justement, tout à l'heure, quelqu'un aussi a abordé, je crois que c'est vous, Emmanuel, qui disiez justement au niveau de la littérature, il y a une personne que peut-être certains d'entre vous connaissent bien, Olivia Gross, qui parle, moi je le mets toujours en avant, maintenant je dis je suis victime d'injustice épistémique. Voilà, voilà, parce que c'est cette question qui est de dire de ne pas reconnaître les savoirs, en tout cas les valeurs d'une catégorie de personnes. Alors c'est pas quelque chose qui est, comment dire, uniquement adressé aux patients partenaires, ça peut être dans d'autres catégories également de la population, mais c'est ça, on est très souvent encore dans ces injustices épistémiques qui fait que lorsque nous intervenons, la valeur de nos propos, de nos savoirs ne vont pas être entendus de la même manière que les propos qui vont être exprimés par un chercheur, par un médecin, etc. Et non pas parce que par volonté de le faire, mais ce sont des biais, ce sont des représentations, ce sont des biais inconscients qui font qu'on a tous besoin d'appartenir à une communauté et le patient partenaire dans ce qu'il peut apporter. Alors, je ne généralise pas, il y a certainement des patients pour qui cette chose est très, très bien acquise et leur place est totalement bien établie au sein des équipes avec lesquelles ils travaillent, mais n'empêche que c'est encore quelque chose, c'est un travail, c'est une éducation à faire pour que justement on puisse tous travailler ensemble, on puisse tous collaborer ensemble. Et je donne encore un exemple. Je travaille en tout cas aux HUG sur un projet d'amélioration de la trajectoire de soins des patients en onco-ORL. Et au début, j'étais vraiment la patiente alibi, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, en plus, on a besoin, en tout cas pour certains projets, c'est fortement recommandé d'avoir un patient partenaire dans l'équipe pour obtenir des financements pour les projets. Et je voyais bien que j'étais la patiente alibi, parce que c'est un peu on instrumentalise le patient, mais parce que, et comme le disait Emmanuel et Blandine, parce que j'ai eu cette formation qui m'a permis de bien comprendre et comment me positionner, comment avoir la bonne posture, j'ai réussi à transformer cette place de patiente alibi en devenant une véritable membre de l'équipe à part entière. Et donc, ce qui est très important aussi, j'ai envie de dire, c'est expérimentons ensemble le plus souvent possible quand on en a l'occasion. Et c'est comme ça qu'on va aussi comprendre la place du patient au sein du système de santé. Ma question, du coup, du fait, pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que le fait d'être bénévole diminue aux yeux des gens l'expérience, les compétences de la personne en fait, qui intervient? Est-ce que vous pensez un petit peu ou pas? Ça diminue, et j'ai envie de dire, c'est toujours une question à qui vous vous adressez.
Hein. Vous savez, même des fois, vous allez dans des colloques ou dans des conférences, il y en a qui ont simplement besoin de savoir de quelle université vous venez. Hein, et en fonction de l'université, on va vous accorder de l'importance. Voilà, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et pour certains, effectivement, vous êtes alors déjà vous êtes patient. Hein, déjà, quand je parlais tout à l'heure de ces injustices épistémiques, on le voit. Hein, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vraiment été dans cette relation paternaliste. Hein, c'était le médecin, le sachant, celui qui a les connaissances, et donc le savoir du patient, bah, c'était pour lui, ça ne lui parlait pas. Et donc, il y avait cette question déjà de reconnaître les connaissances et les savoirs des patients. Et puis, effectivement, quand vous êtes autour de la table et que la plupart ont un salaire, ont des postes, ont des statuts, et vous êtes là avec votre statut de bénévole, chez certains, encore une fois, je dis bien, ce sont des biais cognitifs, fait que à cause de ça, votre parole ne va pas être entendue de la même manière. Et pour d'autres, ça n'aura aucune importance et ils vont vous considérer de la même manière que le directeur de l'hôpital. Donc, voilà, c'est la réponse que je peux donner, mais peut-être que d'autres peuvent compléter et ne pas être d'accord du tout avec ce que je dis. Oui, moi, en tant que bénévole, je n'ai pas du tout le même avis que Lisa. Premièrement, quand je suis avec d'autres personnes, personne ne sait si je vais encaisser ou pas à la fin de la journée. Donc, personne à le savoir, premièrement. Et donc, tout le monde se comporte avec moi normalement et j'ai jamais ce ressenti-là. Que je sois dans des congrès ou ou devant aux IFSI, devant les infirmiers. J'ai jamais eu ce ressenti au contraire. C'est aussi que j'encaisse à la fin ou que j'encaisse pas, pour moi, ça ne change rien. Donc, et pour eux, ça ne change rien puisqu'ils ne le savent pas. Alors moi, je vais rebondir un peu là parce que je regarde le timing aussi. Sur la question initiale, hein, finalement, selon vous, est-ce que, au travers de ce qu'on vient de dire, bon, finalement, on n'a pas non plus des réponses à toutes les questions, hein, ça c'est évident, malgré que quand même la formation, c'est quelque chose qui est en filigrane, hein, de tout ce que vous dites, et que finalement, la professionnalisation renvoie plutôt à un niveau de compétences multiples plutôt qu'à un statut rémunérateur ou pas. Je voulais peut-être faire ça veut dire que j'ai à peu près compris ce que vous avez dit. Oui. Mais à cette question, finalement, la professionnalisation des usagers partenaires en ETP est-elle nécessaire, selon vous? Doit-on professionnaliser les usagers en ETP? Alors, pour moi, les 40 heures, déjà obligatoires. Donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle la professionnalisation? Déjà, au moins avoir le diplôme des 40 heures pour être déjà dans un programme d'ETP, ça serait déjà bien. Et professionnaliser dans l'ETP, moi, je dirais oui. C'est mon avis. Oui. Moi, je veux bien intervenir. Oui, pardon. Je vous laisse la parole. Je peaufine aussi cette question-là. Je trouvais que vous pouvez dire la professionnalisation est-elle nécessaire? Encore une fois, pour qui? Oui. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on est usager, si on est usager partenaire, si on est membre d'une équipe, si on est une institution, etc. Enfin, voilà. Et je vous laisse la parole, pardon. Oui, donc moi, je veux bien intervenir. Moi, je suis en Normandie et donc j'ai la double casquette de soignante et de patiente partenaire, ressources, experte. Hein. C'est très difficile à définir. Et donc, alors, j'interviens en tant qu'infirmière spécialisée en ETP. J'ai un master en ETP. Avec Planète Patient, donc je suis intervenante auto-entrepreneur parce que on peut pas faire autrement. On peut pas être salarié intervenant en atelier. Mais je fais partie aussi, du coup, je suis aussi bénévole à Planète Patient puisque je fais partie
du CA et je suis référente territoriale sur un des 7 territoires de santé sur la Normandie. Et donc, je fais partie aussi de la commission des usagers. Et on est en train de travailler justement sur le statut du patient témoin, patient partenaire, patient expert. Donc là, on est en train de définir justement à quel titre on peut intervenir dans les ateliers de TP. Et donc, on a défini déjà un statut de patient témoin qui pourra intervenir en co-animation, mais à titre seulement de témoignage. Donc, pour compléter en fait ce que l'acteur en ETP va apporter au patient. Donc, ne sera pas un animateur à part entière, hein. Donc là, c'est vraiment statut de témoignage. Ensuite, il peut être intervenant en co-animation, mais là, on lui demande d'avoir les 40 heures d'ETP. Et d'être un minimum, alors si c'est dans une pathologie précise, d'avoir un minimum de connaissances dans cette pathologie. Et puis ensuite, l'animation seule en tant que patient. Là, on demande un diplôme voilà, on demande le certificat universitaire de patient ressources. Alors nous, il y en a un qui se fait sur Caen. Ça fait pas très longtemps, hein. Là, il y a eu la 2e session qui s'est finie. Ou alors d'être soignant à la base, parce qu'on est quelques-uns en fait à être soignants et patients. Voilà, mais c'est vraiment en train de se définir, là c'est tout récent, hein, parce qu'on a eu le problème, en fait, c'est que l'ARS subventionne l'association Planète Patient pour faire de l'ETP, donc souhaite évidemment intégrer les patients à part entière, à la fois dans la rédaction des ateliers, mais aussi la mise en œuvre et voilà. Sauf que actuellement, il n'y a aucun moyen de rémunérer les patients qui participent à ce travail. Et ça pose souci parce qu'il y a des patients qui ont quand même une sacrée expérience de vécu de la maladie chronique et qui auraient souhaité participer à des ateliers et qui en fait n'ont pas, voilà, s'ils n'ont pas le statut de soignant de base ou si ils n'ont pas les moyens de rentrer dans une case auto-entrepreneur qui pourrait participer aux ateliers, donc c'est-à-dire sophrologue ou enfin voilà des corps de métier qui, eh ben pour l'instant on est coincé, voilà. Donc ça a été décevant pour certains patients qui du coup sont partis, hein. Donc on est en train de travailler là-dessus parce que c'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir. Voilà. Moi, après, personnellement, on a beaucoup discuté entre patients de différentes associations de patients sur ce problème de la rémunération. Effectivement, comme disait Lisa et je ne sais plus qui d'autre, c'est aussi du cas par cas. Parce que voilà, les personnes qui sont retraitées et qui ont toujours été bénévoles et qui voilà, ne comprennent pas même parfois pourquoi ne plus être bénévole, pourquoi être professionnel et rémunéré. Je les comprends tout à fait, mais moi et d'autres patients qui sommes encore en âge de travailler, mais qui avons du mal à se réinsérer professionnellement de par notre statut de maladie chronique, parce qu'il faut qu'on gère à côté de notre maladie chronique, eh bien, ce serait un moyen justement de se réinsérer progressivement et d'avoir aussi… Alors, moi, j'ai la pension d'invalidité, mais je sais très bien que ma pension d'invalidité, pendant ce temps-là, je ne cotise pas pour la retraite. Et malheureusement, voilà, quand mon invalidité va se terminer, je ne vais pas avoir grand-chose si je continue à garder que ma pension d'invalidité et ne pas être rémunérée à côté. Donc, voilà, c'est tout. Mais à côté de ça, bénévolement, je suis très impliquée dans Planète Patient et plus que professionnellement, du coup, parce que je n'ai pas beaucoup d'heures d'intervention. Voilà, parce qu'on a un souci aussi de recrutement des patients en ETP qui est lié au Covid, malheureusement, comme tout le monde, hein. Mais voilà, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je sais qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais voilà, je partage tout à fait les points de vue des différents intervenants jusqu'ici. Je peux poser une question à Anne? Oui. Par rapport à ce que vous dites, parce que vous avez dit, je ne sais plus comment vous l'avez formulé, mais que pour les patients, vous n'avez pas réussi à trouver le moyen, mais quand vous dites on n'a pas réussi,
c'est quoi, je veux dire, où est-ce que ça coince? Je veux dire, est-ce que c'est avec le service de l'emploi? C'est quoi qui coince? C'est au niveau de l'ARS, en fait. Pour l'instant, l'ARS ne veut pas donner d'enveloppe à l'association Planète Patient pour rémunérer les patients qui participent au travail avec l'association. Alors, ils veulent bien donner des enveloppes aux associations de patients qui vont, par leur intermédiaire, faire participer un patient de leur association. Mais en fait, c'est une enveloppe globale qui regroupe plusieurs projets. Et les associations, c'est déjà assez compliqué à gérer. Donc, c'est trop lourd, en fait, pour une association de patients à gérer. Donc, pour l'instant, ça ne nous convient pas, en fait, ce moyen qu'ils nous ont proposé. Donc, voilà. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça, mais c'est très long. Et là, on est en train, en fait, justement, de trouver le moyen de prouver, en fait, nos compétences en définissant bien les différents niveaux, en fait, de patients, un petit peu comme le tableau que tu as envoyé, mais vraiment spécifique, voilà, parce que mais voilà, c'est pas facile, mais c'est un petit peu pour, voilà, pour montrer que oui, on peut être aussi compétent que des acteurs en ETP. Voilà. Ok, du coup, je vous renvoie la question de tout à l'heure, sauf si vous souhaitez rebondir sur... Oui, j'avais une question, Caroline, excusez-moi. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, donc moi, je m'appelle Laure Chotel, je suis proche aidant, en fait, donc je suis pas patiente. J'aide mon mari qui est atteint d'un cancer du côlon métastatique avec une mutation génétique assez rare, et depuis janvier 2021. Donc, malheureusement, on sait que voilà, c'est un cancer qui aujourd'hui est incurable. Et là, je vais en fait faire le choix. Donc, j'ai bénéficié en tant que proche aidante, et ça, c'est vraiment super, travaillant à l'université, de dons de jours de congé, vu notre situation familiale, pendant un an, là, sachant que je suis en CDD pour l'instant à la fac. Et donc, ce qui m'a permis en fait d'énormément travailler pour lui sur sa pathologie extrêmement spécifique, en investissant notamment dans une association aux États-Unis, parce que la pathologie n'est pas suffisamment documentée en France, et de façon bénévole, hein, évidemment. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et donc là, oui, voilà, là, je vais me retrouver, je vais faire le choix de me retrouver au chômage au 1er septembre pour pouvoir continuer à faire tout ce que je fais pour mon mari, que j'estime à environ 2 jours de travail par semaine, quoi, à peu près. Parce que c'est moi qui vais chercher les essais cliniques, je contacte les responsables des essais cliniques dans le monde entier pour avoir des résultats qui ne sont pas forcément encore parus dans les congrès internationaux. J'essaye de comparer les résultats avec les gens de l'association dont je fais partie aux États-Unis pour voir quels seraient les essais cliniques précoces, parce que c'est forcément des essais précoces qui pourraient être les plus intéressants, voir dans quelle mesure ils vont s'ouvrir ou pas en France ou en Europe. Enfin voilà, bon, c'est tout un travail, un peu normalement le travail des oncologues, mais que malheureusement, ils n'ont pas le temps de faire parce qu'ils sont nés dans le guidon. Et donc voilà, moi, je me pose la question de... déjà, ça me pose un problème quand même de devoir me retrouver au chômage pour pouvoir prendre soin de mon mari. Mais moralement parlant, je ne peux pas faire autrement en fait. Enfin, continuer mon job et me dire que si je bosse, je ne pourrais pas m'occuper de lui et donc sa durée de vie va être diminuée parce que je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas me regarder dans la glace, quoi. C'est vraiment pas possible pour moi. Et puis voilà, je dois être auprès de lui pour profiter du temps qui nous reste. Et donc, voilà, moi, je me pose la question, effectivement, de suivre la formation des 40 heures, sachant qu'aujourd'hui, je fais quelque chose de tellement spécifique que je ne sais même pas si ce serait pertinent, en fait, dans un programme de TP, sachant qu'il y a assez peu de programmes de TP en oncologie. Et du coup, pourquoi pas suivre le DU de cancérologie à l'université des patients, mais pareil, en fait, je ne sais pas si ça va être pertinent pendant ce laps de temps, mais en même temps, rester au chômage, ça me pose question, quoi. Donc, je voudrais pouvoir vivre des compétences que j'ai développées, que je mesure à chaque rendez-vous avec les oncologues qui me disent « Non, mais en fait, là, vous en savez plus que moi là-dessus », ce qui me fait un petit peu peur quand même.
Voilà. Mais voilà, que faire? Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, Anne, moi, je me demandais aussi dans quelle mesure on ne pouvait pas créer son propre statut d'auto-entrepreneur pour ensuite facturer des prestations et essayer de vivre un minimum de ça quand on se retrouve dans une situation où finalement, on n'a pas trop le choix, quoi. Effectivement, c'est pas évident de trouver parce que le statut d'auto-entrepreneur, en fait, il y a des métiers qui sont définis et d'autres qui sont beaucoup plus larges. Mais même moi, en tant qu'infirmière, donc moi, je peux plus exercer en tant qu'infirmière en soins généraux à cause de ma pathologie, hein. J'ai fait le deuil de mon métier d'infirmière classique, on va dire, en soins. Et du coup, c'est pour ça après que j'ai fait le master en ETP et j'étais déjà très intéressée. Mais même moi, en tant qu'infirmière, j'ai eu du mal à trouver, à définir mon métier, entre guillemets, de ma classe d'auto-entrepreneur. Et finalement, donc j'ai discuté avec les gens de l'URSSAF et avec l'assurance aussi, parce que c'est pareil, il faut trouver une assurance qui veuille bien vous assurer sur ce statut aussi. C'est pas toujours évident. Et du coup, je suis comme une profession assimilée sophrologue. Enfin, sophrologue, hypnothérapeute, enfin, c'est un petit peu tout ce qui est médecine douce, voilà. Mais c'est vrai qu'en tant que proche d'un patient, je ne sais pas, c'est un statut qui est pas évident non plus. Mais par contre, je tenais à préciser que dans nos associations de patients, on a aussi, on réfléchit aussi sur le statut des proches aidants. Voilà, que ce soit les parents, comme tout à l'heure parlait, je ne sais plus qui. Parce que oui, on dit patient, partenaire, patient ressources, tout ça, mais il y a aussi les proches aidants qui sont énormément investis pour certains cas et qui doivent intégrer au même titre que les patients partenaires. Il y a quelqu'un qui parle, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui doit parler à côté parce que… Je pense que c'est derrière Paul, en fait. Oui, je pense aussi, effectivement. J'avais réactivé mon micro, je me permettais une petite incursion et précision là-dessus. Ça ne vous aura pas échappé que le titre du groupe parle des usagers partenaires. C'est une dénomination qu'on utilise à Aetna, alors qui n'est peut-être pas à ce stade consacré en tant que tel, mais si on parle d'usagers partenaires, c'est bien pour inclure les proches aidants. D'accord. On considère au même titre, puisque ce qu'on entend en tout cas à Aetna en termes d'usagers partenaires, ce sont les patients, les aidants et les personnes atteintes de handicap. Voilà, ce qui permet une dénomination un petit peu plus générique et surtout une inclusion systématique. Voilà, je me permettais juste cette petite incursion et je vous laisse poursuivre. Alors, pour répondre à Laure, peut-être, oui. Pardon, oui. Vous vouliez parler Non, c'est bon, allez-y. Pardon. Non, c'est juste pour répondre, parce qu'effectivement, je n'ai pas la réponse dans le somatique, mais en psychiatrie, on a une association des amis et familles des personnes qui ont des troubles psychiatriques qui s'appelle l'UNAFAM, qui forme les proches, etc. Donc, il y a pas mal de dispositifs. Mais en somatique, je ne sais pas s'il existe une association des proches. Voilà. C'est ma question, je pose la question, mais je pourrais me renseigner, mais actuellement, je ne sais pas. Merci, Emmanuel. Après, moi, je me demande aussi dans quelle mesure les proches aidants doivent suivre une formation distincte des patients. Parce qu'au final, alors forcément, je n'ai pas le ressenti physique ni psychologique, j'en ai un autre, de la maladie. Mais en même temps, c'est moi qui gère tout le dossier médical de mon mari. C'est moi qui fais tous les rendez-vous médicaux, même quand il n'est pas en état de le faire. Et parce que de ce que j'ai vu, en fait, des formations de proches aidants, finalement, elles ne concernent pas directement la pathologie. Alors que moi, c'est vraiment dans la pathologie, enfin, entre autres. Hein. Après, il y a effectivement la paire-aidance, voilà, ce que ça implique au niveau de l'accompagnement administratif, la gestion familiale, enfin, plein de compétences annexes en fait, autour de la pathologie. Mais aujourd'hui, moi, accessoirement, j'ai aussi envie de continuer à œuvrer pour mon mari, ce qui reste comment dire, la motivation aujourd'hui principale pour moi, pour notre famille. Et ouais, c'est dans cette expertise liée à la pathologie. Et ça, j'ai quand même l'impression que, après, je ne suis pas encore allée vraiment creuser les descriptifs de formation des différents DU, mais j'ai l'impression que ça concerne davantage les DU portés sur les patients partenaires que sur les proches. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Oui, moi j'aimerais bien rebondir, Laure, pour vous rassurer, entre guillemets, qu'effectivement, parce que l'idée, c'est effectivement,
cette idée de savoir qu'on acquiert. Et comme le disait Anne, ce n'est pas uniquement, et comme le disait également Paul, c'est effectivement, c'est toute personne qui acquiert une expérience, un savoir, pas une expérience, un savoir, pas une expérience, un savoir à travers la vie avec la maladie. Et c'est autant le patient que le proche aidant. Donc, vous avez, dans ces formations, vous avez tout à fait votre place voilà, à postuler si vous êtes intéressé. Et donc, il n'y a pas de distinction entre proche aidant, patient. Et comme vous dites, et moi, en vous écoutant, le peu que vous avez dit, moi, je vous verrais bien en tant que patiente chercheuse, hein, parce qu'il y a dans les profils que vous verrez plus en détail dans le document que je vous ai envoyé, il y a effectivement les patients qui s'orientent ensuite dans le domaine de la recherche et maintenant, j'ai appris aussi, parce que je découvre aussi le domaine de la recherche où il y a ces projets de recherche-action, de recherche participative, où effectivement, on n'a pas forcément besoin d'avoir une thèse de doctorat pour pouvoir travailler là-dedans, mais effectivement, on peut être patient-chercheur et collaborer dans ces choses-là. Je ne sais pas si on aura les coordonnées ou les emails de chacun, mais volontiers pour poursuivre nos échanges au-delà de cette réunion, parce que c'est très riche et voilà. Tout à fait. Si vous le souhaitez, je pourrais faire en sorte que les contacts se poursuivent entre les uns et les autres. Il faut que chacun soit d'accord, évidemment, puisqu'il s'agit de transmettre les données des membres du groupe. Voilà. D'accord. Mais si la demande est telle, il n'y aura pas de souci là-dessus. Volontiers en ce qui me concerne. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Et Laure, tu es de quelle région, du coup? Moi, je suis à Nancy. D'accord, ok. Et c'est vrai, ce que disait Blandine aussi tout à l'heure me parle, parce que, bon, alors moi, je n'ai pas soutenu ma thèse, mais j'ai fait un master de recherche et j'ai fait une formation doctorale dans mon domaine. Et c'est vrai que je me rends compte à quel point les compétences dans mon domaine initial, donc c'est la didactique des langues et l'autonomisation en fait des apprenants. Donc, passer sur la question de l'autonomisation des patients, me paraît assez naturel, même si j'y reviens. Voilà, aujourd'hui, ça ne peut pas être ma priorité parce que c'est vrai que je dois aller vite en fait. Et je me rends compte que le temps va me manquer. Et pour l'instant, malheureusement, très égoïstement, aider d'autres personnes aujourd'hui à s'autonomiser sur cette pathologie, j'ai pas le temps, quoi. Donc, peut-être plus tard, si je m'en sens le courage. Ça peut être un parcours de résilience. Pardon, Blandine ? Dans mon cas, ça a été un parcours de résilience. Si on a c'est remobiliser ses compétences et en faire quelque chose pour les autres. Mais il faut que le temps soit le bon, il faut que le timing, rien de simple. Il faut que ça vienne. Il ne faut pas que ça soit déclenché. C'est pas une contrainte. Oui, et je comprends aussi, je me rends compte aussi que pour des pathologies agressives, et la raison pour laquelle je comprends d'autant mieux pourquoi le TP est principalement développé pour des maladies chroniques, c'est qu'il y a quand même un temps pour tout le monde. Quand on est sur en cancérologie, on n'a pas le même timing. On n'a pas du tout le même timing, quoi. Ça va trop vite. Ça dépend des cancers, mais donc c'est plus compliqué. Oui, je voulais juste demander alors si elle s'était bien renseignée sur la rémunération des proches aidants, des aidants familiaux, comme on dit. Oui. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais comme quoi, je pensais que oui, il y a depuis quelques années là, il y a une rémunération. Mais il faut vous renseigner. Voilà, il y a une rémunération des aidants familiaux qui arrêtent de travailler, etc. Ah, aussi, oui. Enfin, tout ce qui est congé de proches aidants, c'est ça? Je ne sais pas si c'est sous forme de congé. Je ne sais pas. Oui. C'est ridicule. C'est au mieux, il faut que le proche aidant soit reconnu comme étant handicapé à hauteur de 80%. Ah oui. Et on a droit à ce moment-là à une prise en charge pendant 3 mois. Et sinon, il y a le congé de fin de vie. Et là, c'est 1 mois d'indemnisation. Après, il faut souvent regarder parce que c'est des dispositifs qui changent souvent. Oui. Ok. Je vous propose que sur ce dernier quart d'heure, on se recentre encore une fois sur notre question initiale, qui est finalement la professionnalisation des usagers partenaires en ETP est-elle nécessaire? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de votre point de vue, finalement.
mais selon vous, est-elle nécessaire du point de vue de l'usager ou du point de vue du professionnel de santé ou de l'institution? Ça va être aussi une notion intéressante à pouvoir aborder. Moi, je veux bien prendre la parole. Je pense que du point de vue des usagers, c'est pas forcément une nécessité. Je pense que, en fait, l'usager, quand il va participer aux ateliers ETP, il va faire confiance à l'équipe ETP qui va tourner autour du programme auquel il participe. Et je pense qu'il se pose pas trop la question, de mon point de vue. Par contre, au niveau des institutions et des autres professionnels, acteurs en ETP, je pense que oui, c'est important en fait d'avoir cette légitimité au niveau, alors que ce soit au niveau du diplôme ou au niveau du vécu d'expérience. C'est vrai que voilà, on ne va pas prendre n'importe quel patient partenaire sans le connaître avant et sans, voilà, même pour un simple témoignage, je pense qu'il faut déjà soit qu'il soit connu d'une association de patients et qui valide justement ce témoignage si c'est seulement au titre de témoignage. Mais ensuite, voilà, je pense que c'est justement soit les 40 heures, soit un diplôme qui va déjà valider dans un premier temps ce recul aussi sur la maladie, parce que participer activement à des ateliers ETP, il faut avoir un certain recul sur la maladie pour se positionner en tant que professionnel de TP, en fait, je pense. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup, Anne. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir? Oui, alors sur la professionnalisation des usagers partenaires en ETP, moi je pense qu'il n'y a pas de réponse aussi tranchée que oui ou non. Ça dépend des conditions, ça dépend. Il ne faut pas être des ayatollahs de l'un ou de l'autre, je dirais. Il faut rester souple et peut-être que parfois ça se nécessite, parfois non. Et puis parfois les usagers n'ont pas envie non plus, hein, voilà, on l'a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit surtout le début, quoi. C'est pas forcément intéressant pour tous les usagers, mais je pense que ça mérite réflexion, ça mérite d'envisager la professionnalisation pour ceux qui le souhaitent. Voilà, il faut être un petit peu plus. Nuance, il faut être nuancé, voilà. Je vais revenir quand même sur ce qu'on appelait la professionnalisation. C'est un petit peu la question qu'on se posait au départ, c'est quoi la professionnalisation? Et à partir de là, si professionnalisation, c'est justement se former et acquérir en compétences et en connaissance de sa maladie ou de la maladie pour pouvoir apporter un soutien aux patients, je pense qu'elle est un peu obligatoire du fait, si c'est ça. Pour rebondir sur ce que vous dites, Sébastien, je trouve que maintenant, on est quand même assez bon en France en matière de VAE, donc des validations des acquis de l'expérience. Et de fait, si la VAE était ouverte à la validation de ces acquis-là, moi, je ne suis pas sûre qu'il y aurait nécessairement besoin de diplôme. On pourrait juste valider ses compétences via la VAE. Et ça me paraîtrait d'autant plus adéquat, en fait, par rapport à ce vécu de patient ou de proche aidant, peu importe. Mais... et ça valoriserait d'autant plus la VAE, je trouve, dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à ce propos, pour les personnes qui ont déjà suivi un DU ou un certificat d'université, est-ce que certaines d'entre vous ont connaissance de validation des acquis d'expérience de certaines des UE au sein de ces diplômes, ou est-ce que vous avez validé chacune des unités d'enseignement, voilà, ou est-ce que vous avez pu en valider via la VAE? Moi, je n'ai pas connaissance par le moyen de la VAE. Hein. D'accord. Alors moi j'ai une réponse, mais en psychiatrie, effectivement, des patients, parfois avec le bac seulement, valident un bac +2 avec la VAE pour faire une licence sciences sanitaires et sociales, parcours médiateur de santé. Oui, nous, ça se fait.
D'accord. Mais en effet, que dans le champ de la psychiatrie, qui est pour l'instant novateur. Tout à fait, on est très, très en avance. Pourquoi? Alors que la psychiatrie est quand même en retard, des fois, sur pas mal de choses à côté du somatique, mais là, pour le coup, sur la place des usagers, dans le parcours de soins, c'est indéniable, quoi. Je pense qu'ils se sont rapprochés de l'ETP beaucoup plus vite que le somatique, hein, parce qu'ils se sont aperçus que voilà, c'était une façon de rendre les patients plus acteurs et avec sûrement plus de résultats, je pense, hein, parce que je pense que dans le somatique, on est tellement focalisé à la base sur les médicaments et sur les résultats d'examen et que voilà, je pense qu'en psychiatrie, il y a une ouverture qui fait qu'il y a beaucoup d'ateliers qui étaient assimilés ETP avant que ce soit officiellement des ateliers ETP. Ça s'en rapprochait énormément. Ouais, non, mais pour le coup, je trouve assez paradoxal parce que la psychiatrie, il reste encore beaucoup de travail en psychiatrie. On retrouve, alors c'est un peu un aparté, hein, de la vieille psychiatrie, hein, quand même. Hein. Il y a des mentalités à changer. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, bien sûr. Et hop, l'autre versant, finalement, qui est très axé, qui est canadien, hein, de toute façon, hein, axé empowerment. Oui, américain du Nord, oui. Et ces influences qui viennent de là, en fait, et qui ont poussé justement à la mise en œuvre et à la place. Oui, en fait, il y a tout ce mouvement du rétablissement, recovery, qui vient des États-Unis, mais puis après qui est allé au Canada et qui a vraiment poussé vers tous ces concepts qui aboutissent à l'engagement des patients, oui, c'est ça. Et dans le somatique, pourtant, effectivement, grâce au sida, normalement, pareil, il y a eu cette évolution. Je ne sais pas, il faudrait faire une thèse là-dessus. Hein. Moi, si je peux me permettre, c'est ça, c'est que je trouve que, en fait, vous savez, quand on a commencé en tant que patient ou patiente, on dit, et pas que les patients, mais même les professionnels de santé, on dit que le système fonctionne énormément en silo. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose parce qu'on parle beaucoup de l'éducation thérapeutique et c'est très bien. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, j'ai jamais fait d'éducation thérapeutique. Moi, j'ai eu un cancer, hein, j'ai jamais fait d'éducation thérapeutique, mais il y a beaucoup de questionnements et je le vois, hein, rien que là, ce qu'on est en train de faire sur la professionnalisation des patients qui concerne le TP, il y a énormément de choses qui ont été faites justement en santé mentale. Il y a maintenant les patients partenaires, etc. Et je me dis, mais pourquoi on ne se coordonne pas, déjà nous, entre toutes ces branches, pourquoi on n'est pas plus à se coordonner et à réfléchir et à mettre en commun toutes ces réflexions. Et l'autre chose, c'est aussi d'élargir cette discussion à, je ne sais pas moi, si c'est le ministère du Travail ou tout à l'heure, je crois que c'est toi, Anne, qui parlait de l'URSSAF, mais en tout cas, voilà, toutes ces structures qui ont aussi leur mot à dire sur ces aspects-là, que ce soit au niveau juridique, au niveau du droit du travail, etc. Et que ces acteurs, parce qu'on est tous finalement interdépendants les uns des autres, et que tous ces acteurs puissent apporter leur regard par rapport à ce qui se fait actuellement et qu'est-ce qui pourrait se faire pour améliorer tout ça. Donc, que ce ne soit pas uniquement des patients et des professionnels de santé, mais que les autres administrations publiques soient aussi concernées. Et puis un autre point, mais on arrive à la fin, mais alors je ne sais pas si c'est le bon moment de l'aborder, mais c'est vrai que le thème c'est professionnalisation des usagers et j'ai envie de dire pourquoi la professionnalisation? Pourquoi on se pose la question de la professionnalisation des usagers? Pour répondre à quels besoins? C'est peut-être pour une prochaine table ronde. Hein. Pourquoi voilà, parce que si on aborde cette question, c'est par rapport à quel besoin? S'il n'y a pas de besoin, on n'a pas à se poser la question. Je ne sais pas, hein, je suis un peu... je fais exprès de... mais ça dépend dans quel sens on le tourne. En effet, on l'a marqué pour qui, pourquoi. Je pense que c'est pourquoi. Ça dépend aussi de ce que j'ai tout à l'heure, de quel point de vue on se place. Et les éléments de réponse ne seront pas forcément les mêmes. Mais vous avez quand même pu évoquer pendant cette une heure et demie un ensemble d'éléments qui peut répondre aussi au pourquoi, mais de votre point de vue. Et vous êtes beaucoup de partenaires, d'usagers partenaires. Voilà.
Donc, ça serait intéressant de pouvoir le croiser et je verrai sur la deuxième session parce qu'à moins que ça ait changé, Paul, mais je pense qu'il y aura peut-être plus de professionnels de santé. Donc, on pourra voir aussi un peu les différentes Effectivement. abordées. Effectivement, là, on a un groupe qui est plutôt composé là d'usagers partenaires aujourd'hui, sauf peut-être Anne-Cécile, effectivement. Normalement, sur l'autre groupe, c'est un peu plus, voilà, il y aura un petit peu plus peut-être un peu plus de diversité, entre guillemets. Mais je trouve que ça dénote aussi de pas mal de choses. En termes de besoins, le fait que là, on rassemble plutôt une tribune d'usagers partenaires. Voilà, je pense que c'est pas un hasard non plus, évidemment, sur ce thème-là, forcément. Et ça soulève beaucoup de questions, et il y en a encore beaucoup à traiter, bien sûr, mais il y a des éléments de réponse déjà intéressants. Oui, ce serait intéressant. Du coup, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un compte-rendu en fait, des 2 ateliers qui portent sur ce thème, parce que, comme vous venez de le dire, il n'y avait pas forcément beaucoup de professionnels parmi nous, et ce serait intéressant d'avoir davantage de pendant dans l'atelier suivant. Alors, sont prévus en tout cas de mettre à disposition les replays de ces 2 sessions, d'une part, également une forme de restitution de ces groupes. Ok, super. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir arrêter là pour cette session. Moi, je vous remercie beaucoup pour les échanges qu'on a pu avoir là pendant cette 1h30. Peut-être que je serai amenée à vous voir avec plaisir, quoi qu'il en soit. Et Sébastien, je te laisse clôturer. Non, mais merci aussi, j'ai beaucoup appris, c'était très agréable pour moi, qui me pose aussi un peu cette question de passer le pas, avec les risques bien sûr de perdre des recours. Donc, ça a conforté, non, ça n'a pas conforté, justement ça m'a encore remué un peu pour savoir dans quelle direction je vais, mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même une grosse volonté de passer un DU pour pouvoir justement peut-être utiliser justement mes actions auprès de patients. Merci beaucoup encore à tous pour votre participation et j'espère au plaisir de faire parler. Juste un petit dernier mot, si effectivement, comme vous l'avez signifié à un moment donné de la réunion, tout le monde est d'accord pour que les coordonnées, les contacts des uns et des autres soient partagés pour prolonger éventuellement les échanges ou pour initier des collaborations, pas de problème. Moi, je vais m'occuper de ça à la suite de cette journée, dans les jours à venir, quand on fera un petit peu tout notre retour d'expérience de cette journée. J'en profiterai à ce moment-là pour vous adresser par mail, peut-être un fichier, enfin je verrai sous quel format, mais l'idée est donc que chacun puisse conserver les coordonnées des uns et des autres et que vous puissiez vous recontacter si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci Très bien. beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.